3 sites nucléaires iraniens, Fordow, Ispahan et Natanz, viennent d'être anéantis. L'opération Midnight Hammer, au cours de laquelle les États-Unis ont collaboré avec Israël pour anéantir ces 3 sites à l'aide de bombardiers B-2 Spirit, est terminée. Nous attendons maintenant les conséquences. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce qui s'est passé, l'impact de l'opération sur les capacités nucléaires de l'Iran et ce qui va suivre. Commençons par les bases. Lors de l'opération Midnight Hammer, les États-Unis ont déployé plusieurs de leurs bombardiers furtifs, B-2 Spirit, sur 3 installations nucléaires iraniennes. Là-bas, les bombardiers ont largué au total 14 bombes, Guided Bomb Unit, 57 B, Massive Ordnance, Penetrator de 30 000 livres chacune, ou bombes Massive Ordnance, Penetrator chacune, étant capables de pénétrer jusqu'à 60 mètres sous terre avant de libérer leur charge explosive. Plusieurs ont été largués sur chacun des 3 sites. Cela suggère une stratégie où une bombe suivrait une autre, chaque bombe suivante étant capable de pénétrer plus profondément que la précédente. Il n'y avait pas que les B-2 qui étaient impliqués. Selon The Warzone, ou The Warzone, le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, l'a confirmé. Au total, 125 avions ont participé à l'opération Midnight Hammer, dont la plupart ont soutenu les B-2 alors qu'ils accomplissaient leur part de l'opération. Au moins certains de ces avions étaient des ravitailleurs aériens utilisés pour ravitailler les B-2. D'autres avions ont peut-être été engagés pour neutraliser les défenses aériennes déjà endommagées de l'Iran, garantissant ainsi aux B-2 un passage sécurisé vers leur cible. L'opération Midnight Hammer n'impliquait pas seulement des avions. The Warzone confirme que le site nucléaire d'Ispahan en Iran a été frappé par plus de 2 douzaines de missiles de croisière Tomahawk à attaque terrestre, lancés depuis un sous-marin situé dans un endroit non divulgué près de l'Iran. La marine américaine ne possède que 4 sous-marins de la classe Ohio, capables de lancer autant de missiles de croisière Tomahawk en une seule fois, ce qui suggère que l'un de ces sous-marins opérait dans les eaux autour de l'Iran. Le président des chefs d'état-major interarmés de l'États-Unis Air Force, le général Dan Raisin-Kane, a fourni plus de détails. Selon The Warzone, il a déclaré que la mission américaine était conçue pour dégrader sévèrement l'infrastructure des armes nucléaires de l'Iran, et elle a été planifiée et exécutée à travers plusieurs domaines et théâtres avec coordination. Cela reflète notre capacité à projeter la puissance à l'échelle mondiale avec rapidité et précision, au moment et à l'endroit choisi par notre nation, a ajouté Kane. À minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, un important groupe de frappe B-2 composé de bombardiers a quitté les États-Unis. Une partie de ce groupe a servi de leurre, se dirigeant vers l'ouest dans la région du Pacifique, tandis que le reste se rendait en Iran. Le principal groupe de frappe, se dirigeant vers l'Iran, selon The Warzone, comprenait 7 bombardiers, B-2, chacun avec 2 membres d'équipage et probablement chargés d'une paire d'armes Guided Bomb Unit, 57B, qui ont frappé les installations iraniennes. Ces appareils ont poursuivi discrètement leur route vers l'est, avec des communications minimales, tout au long des 18 heures de vol jusqu'à la zone cible, confirmant que chaque avion a également effectué plusieurs ravitaillements en vol. Nous savons que les États-Unis ont utilisé des leurres. C'est là que beaucoup des 125 appareils entrent en jeu. Les États-Unis ont employé plusieurs tactiques de tromperie, y compris des leurres de 4e et 5e génération. Des avions ont été envoyés devant le groupe d'attaque à haute altitude et à grande vitesse, balayant devant le groupe pour détecter les chasseurs ennemis et les menaces de missiles solaires, a déclaré Kane aux journalistes. Certains de ces leurres sont ensuite passés à l'utilisation de tactiques de suppression contre les défenses aériennes iraniennes, ouvrant la voie à l'arrivée des B-2 qui ont largué leurs charges dévastatrices. Nous ne sommes actuellement pas au courant de tirs dirigés contre le groupe d'attaque américain, a confirmé Kane. Cela nous montre qu'une combinaison d'une planification américaine intelligente et des exploits passés d'Israël lors de l'opération Lion-Levant ont rendu les défenses aériennes les plus vitales de l'Iran pratiquement inutiles. Nous savons également que la première frappe du B-2 a eu lieu à 2h10 du matin, heure locale iranienne, le 21 juin. Lorsque le B-2 de tête a largué une paire de bombes Guided Bomb Unit, 57 sur Fordow, les autres B-2 ont suivi, frappant à nouveau Fordow, tout en attaquant également l'installation nucléaire de Natanz. À ce stade, il semble qu'Ispahan n'ait été touché que par les missiles de croisière Tomahawk mentionnés précédemment. Alors que Kane confirme que les 14 Guided Bomb Unit, 57 ont été largués sur 2 zones cibles nucléaires. C'est énorme. Les États-Unis viennent de lancer une frappe hautement coordonnée contre les 3 principales installations nucléaires de l'Iran, et cela a causé beaucoup de dégâts. Nous ne savons pas encore exactement combien. Kane a rapidement souligné que les États-Unis ont besoin de temps pour évaluer pleinement l'étendue des dégâts causés par les bombes anti-bunker américaines, selon la British Broadcasting Corporation. Cependant, des images satellites partagées par plusieurs médias
dont la British Broadcasting Corporation et The War Zone, indiquent que les États-Unis ont frappé durement les installations nucléaires iraniennes. À Fordo, ces images montrent ce qui semble être 6 cratères récents qui ont probablement servi de point d'entrée pour les Guided Bomb Unit 57. De la poussière et des débris sont également dispersés sur le flanc de la montagne, ce qui pourrait être la conséquence des avions de soutien du B-2, ayant lancé des missiles contre les défenses aériennes iraniennes. C'est ce à quoi vous devez vous attendre à voir Stu Ray, des services de renseignement Mackenzie, dit à la British Broadcasting Corporation. Vous ne verrez pas un énorme effet d'explosion au point d'entrée, car elle, en parlant de la Guided Bomb Unit 57, n'est pas conçue pour exploser à l'entrée, mais plus profondément, à l'intérieur de l'installation. Ray souligne également que la coloration grise visible sur les images de Fordow semble indiquer que les Guided Bomb Unit 57 ont réussi à percer le blindage en béton utilisé pour protéger l'installation souterraine. Les entrées des tunnels semblent également avoir été bloquées à Fordow, mais il n'y a aucun point d'impact visible près de ces tunnels. Ray suppose que l'Iran a peut-être bloqué de manière préventive ces entrées de tunnels pour empêcher d'autres munitions américaines d'y pénétrer. The War Zone fournit des images satellites similaires de Fordow, gracieuseté de Maxar Technologies. Ces images semblent confirmer ce que la British Broadcasting Corporation a rapporté. Encore une fois, on voit beaucoup de poussière, ainsi que des trous et des cratères visibles là où les Guided Bomb Unit 57 semblent avoir pénétré le sol et atteint les installations. Le centre Open Source a également partagé une analyse topographique intéressante sur X. Grâce à son analyse, on peut voir que les États-Unis ont apparemment ciblé le hall principal des cascades de Fordow, qui se trouve à l'arrière de l'installation, bien loin des 2 tunnels menant à Fordow. D'autres images sont également arrivées, montrant les dégâts causés à l'installation d'Ispahan en Iran. Elles ont de nouveau été partagées par The War Zone et fournies par Maxar. On voit d'importants dégâts causés au site en surface par les missiles Tomahawk américains, s'ajoutant aux dommages déjà causés par Israël lors de l'opération Lion-Levant. Cable News Network rapporte qu'au moins 18 structures détruites ou partiellement détruites peuvent être vues sur les images, avec un noircissement visible et des décombres éparpillés partout sur les photos, confirmant des frappes directes effectuées par les Tomahawk. Une analyse du site d'Ispahan, fournie à Cable News Network par l'Institut pour la Science et la Sécurité Internationale, ou Institut pour la Science et la Sécurité Internationale. Le président David Albright suggère également que le complexe de tunnels visé par les États-Unis se trouve près d'Ispahan, où les Iraniens stockent généralement de l'uranium enrichi. Cela suggère que les États-Unis ont spécifiquement ciblé des installations de stockage contenant de l'uranium enrichi entre 20 et 60%. De l'uranium enrichi à ce niveau n'est pas suffisant pour fabriquer une ogive nucléaire. L'Iran aurait besoin d'uranium enrichi à 90% pour cela. Cependant, c'est suffisant pour fabriquer une bombe sale capable de libérer d'énormes quantités de radiation sur une vaste zone. L'Iran envisagerait-il cette tactique? Daesh dit aussi que les États-Unis. Une autre frappe sur Ispahan semble avoir visé le principal bâtiment de conversion d'uranium de l'installation, qui abrite les centrifugeuses à gaz utilisées par l'Iran pour enrichir l'uranium. Les images satellites semblent montrer que ces bâtiments ont été gravement endommagés, déclare Daesh à Cable News Network. Les entrées des tunnels menant à Ispahan ont également été endommagées, bien qu'il semble aussi que l'Iran ait remblayé ces tunnels avec de la terre comme mesure préventive, similaire à ce qui a été observé à Fordow. Enfin, il y a Natanz. Le site qui était la cible principale de l'opération Lion-Levant d'Israël a également été durement touché lors de l'opération Marteau de minuit. Israël avait déjà réussi à neutraliser des infrastructures électriques, clés à Natanz, rapporte Cable News Network. La mise hors service de cette infrastructure ayant probablement aussi endommagé les centrifugeuses du site, les États-Unis ont aggravé ces dégâts. Cable News Network confirme que les États-Unis ont largué 2 de leurs énormes bombes anti-bunker sur Natanz, le site ayant également été touché par plusieurs des 30 missiles Tomahawk, qui ont causé d'énormes dégâts à Isfahan satellite. Des images de Natanz montrent une paire de nouveaux cratères. Il s'agit probablement des points d'entrée des Guided Bomb Unit 57 américaines, que Cable News Network affirme se trouver directement au-dessus de certaines parties du complexe de Natanz, connu pour être souterraine. Au-delà de cela, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations sur les dégâts causés à Natanz. Il semble que l'utilisation des Guided Bomb Unit 57 ici ait pu être destinée à porter le coup de grâce pour détruire les installations souterraines du site, après qu'Israël ait déjà dévasté ces installations en surface, il y a un peu plus d'une semaine. Tous les signes indiquent qu'Opération Minuit Marteau a été un immense succès d'un point de vue militaire. Le président américain Donald Trump n'a pas tardé à le souligner après l'opération. Dans une allocution adressée aux États-Unis, Trump a confirmé certains des détails de base. Il y a peu de temps, l'armée américaine a mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordow, Natanz et Ispahan. Trump a déclaré
Tout le monde a entendu ces noms pendant des années, alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était la destruction de la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et la fin de la menace nucléaire posée par le premier État au monde soutenant le terrorisme. Trump a rapporté que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire et que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. Le président américain a également qualifié l'Iran de tyran du Moyen-Orient, tout en faisant pression pour que le pays fasse la paix à la suite des attaques américaines. S'ils ne le font pas, Trump a averti que d'autres viendront. Les futures attaques seront bien plus importantes et beaucoup plus faciles, a ajouté Trump. Le président américain a également exposé certaines des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ont choisi ce moment pour lancer une frappe contre l'Iran. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos gens, arraché leurs bras, arraché leurs jambes avec des bombes artisanales. C'était leur spécialité. Des milliers de personnes sont mortes à cause de ces attaques, affirme Trump. Avec cette campagne iranienne qui semble s'ajouter à la destruction des programmes nucléaires du pays pour compenser les raisons principales des frappes. Nous avons perdu plus de 1000 personnes et des centaines de milliers de personnes à travers le Moyen-Orient et dans le monde entier sont mortes à cause de leur haine. En particulier, tant de personnes ont été tuées par leur général, Qasem Soleimani. Quant aux B-2 utilisés lors des frappes de Fordo et d'Atan, tous semblent être revenus sains et saufs. Kane a confirmé l'ampleur de l'opération, déclarant aux journalistes selon The War Zone que plus de 125 avions américains ont participé à cette mission. Des bombardiers furtifs B-2, plusieurs vols de chasseurs de 4e et 5e génération, des dizaines et des dizaines d'avions ravitailleurs, un sous-marin lance-missiles guidé et toute une gamme d'appareils de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que des centaines de professionnels de la maintenance et des opérations, ont tous été impliqués dans l'opération Midnight. Les communications radio Hammer, captées par Spotter et Bill Bagley, et partagées sur la chaîne YouTube de The War Zone, confirment également cela. Les B-2 déployés survolèrent le New Jersey en direction de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. Le compte X du Caucus Monitor Report a également partagé des images des B-2 survolant le New Jersey, suggérant à nouveau que les États-Unis n'ont subi aucune perte de matériel lors de leur frappe audacieuse. Les États-Unis viennent tout juste de remporter une grande victoire contre le programme nucléaire iranien. Ils ont également travaillé aux côtés d'Israël pour mener à bien l'opération Marteau de minuit. Cependant, alors que les États-Unis savourent le succès de leur campagne, nous sommes obligés de nous poser deux questions. Qu'est-ce que cela signifie pour le programme nucléaire iranien? Et que va-t-il se passer ensuite? Avec les dégâts causés par l'opération Marteau de minuit, on peut probablement supposer que le programme nucléaire iranien a été stoppé net. Pour combien de temps? C'est ce qui reste inconnu. Dans son analyse de l'opération, l'analyste militaire Preston Stewart suggère que l'opération Marteau de minuit ne signifie peut-être pas la fin du programme de développement d'armes nucléaires iranien. Il souligne que les 3 sites visés par les États-Unis ne sont peut-être pas les seules installations nucléaires. Il n'est pas impossible que l'Iran possède d'autres installations quelque part dans le pays où il dispose de certaines centrifugeuses. Cela pourrait aider à l'enrichissement supplémentaire de l'uranium. Peut-être que les États-Unis le croient aussi. Cela expliquerait pourquoi ils ont spécifiquement ciblé une installation de stockage d'uranium enrichi à Ispahan. De l'uranium enrichi à 60% ne peut pas ensuite être envoyé dans une autre installation. Cela pourrait l'amener à 90% si cet uranium n'existe plus. Cependant, nous ne savons pas si les États-Unis ont ciblé des installations similaires à Natanz et Fordo, ou si ces unités de stockage existent même sur ces 2 sites. Il est possible que l'Iran ait envoyé une partie de son uranium vers d'autres sites secrets, comme le suggère Stewart, et pourrait être en train de poursuivre l'enrichissement, ou de fabriquer une bombe sale à l'heure où nous parlons. Nous y reviendrons plus tard. Stewart souligne également que la destruction des installations iraniennes ne signifie pas nécessairement la fin des ambitions nucléaires du pays. Donc, détruire tout ce que l'Iran possède actuellement ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas le reconstruire à l'avenir, ni l'importer à nouveau de nations amies, dit-il. Israël semble anticiper cela. L'opération Lions Levant a spécifiquement ciblé certaines des principales mines du programme nucléaire iranien. Sky News a confirmé le 16 juin que les frappes initiales d'Israël ont éliminé certains membres clés du personnel iranien, y compris l'ancien chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Feridoun Abbasi Devani, et le scientifique nucléaire Mohamed Mehdi Terenchi. Peut-être assistons-nous ici à la stratégie combinée des États-Unis et d'Israël. Éliminer certaines des principales têtes pensantes du programme nucléaire iranien signifie qu'il faudra plus de temps à l'Iran pour se remettre. L'Iran aura encore de nombreux scientifiques qui comprennent comment enrichir l'uranium et fabriquer des bombes nucléaires.
Mais éliminer des figures clés pourrait amener certains de ces scientifiques à refuser de travailler sur le programme nucléaire iranien. Quoi qu'il en soit, une fois les figures clés éliminées, les États-Unis détruisent ensuite les installations utilisées par l'Iran. Encore une fois, ces installations pourraient être reconstruites et, comme Stewart le souligne, l'Iran en possède d'autres. Mais pour l'instant, il semble que le programme nucléaire iranien ait été stoppé net. Reste à voir si cela signifie que c'est terminé pour toujours. Cela nous amène à la deuxième question que nous avons posée. Que va-t-il se passer ensuite? La réponse de l'Iran a été pour le moins confuse. Stewart souligne dans son analyse que l'Iran a d'abord tenté de nier que l'opération Midnight Hammer ait même eu lieu, affirmant qu'il n'y avait eu aucune explosion sur ces sites nucléaires, et que tout ce que les États-Unis affirmaient n'était qu'un bluff. Nous savons que ce n'est pas vrai. Les images satellites confirment que Natanz, Fordo et Ispahan ont été touchés. L'Iran a finalement modifié sa rhétorique pour fournir des confirmations officielles que ces sites avaient bien été touchés. Désormais, l'Iran est passé du déni à la promesse de vengeance. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que les États-Unis devaient recevoir une réponse pour leur agression. L'Iran a également lancé une nouvelle série de missiles sur Israël quelques heures après l'opération Minuit Marteau, qui, selon la British Broadcasting Corporation, a blessé au moins 86 personnes à Tel Aviv et Haïfa. Mais qu'est-ce qui vient après cette première riposte? L'Iran pourrait encore avoir la possibilité de lancer une bombe sale contre Israël, surtout si l'opération Minuit Marteau n'a pas réussi à éliminer tout l'uranium. Il a enrichi à 60%. Ces bombes n'auraient pas l'impact dévastateur d'une véritable arme nucléaire. Cependant, elles pourraient répandre des radiations sur une vaste région, empoisonnant essentiellement de larges pans de la population israélienne. Nous ne pouvons pas non plus oublier que l'Iran a environ 20 bases américaines, situées dans les pays voisins parmi lesquelles choisir en cas d'attaque directe de missiles contre l'Amérique, comme le souligne la British Broadcasting Corporation. L'Iran a également la possibilité de lancer ce que la British Broadcasting Corporation appelle des attaques en essaim de drones et de vedettes lance-torpilles contre les navires américains opérant au Moyen-Orient. Il y a aussi le détroit d'Ormuz à prendre en compte. L'Iran contrôle ce détroit, et selon Forbes, qui a rapporté le 22 juin, que le Parlement du pays a déjà approuvé une mesure appelant à la fermeture du détroit d'Ormuz. D'un point de vue militaire, la fermeture de ce détroit n'apporte pas grand-chose. Forbes souligne également que c'est l'armée iranienne, et non son Parlement, qui décidera en fin de compte s'il faut bloquer le détroit. Cependant, l'objectif ici serait de faire pression sur l'Occident. Chaque jour, environ 30% du pétrole commercialisé dans le monde, 20% de son gaz naturel liquéfié et environ un tiers des expéditions mondiales de gaz de pétrole liquéfié passent par le détroit d'Ormuz. Forbes indique que cela représente entre 30 et 33 millions de barils équivalent pétrole par jour, dont une grande partie est destinée à des pays comme les États-Unis, depuis des nations telles que l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Le marché mondial du pétrole devrait déjà réagir à cette éventualité, les prix du pétrole risquant d'augmenter après avoir déjà grimpé de 20% au cours du mois dernier. Les Houthis pourraient également redevenir un facteur à prendre en compte. Basés au Yémen, les Houthis sont un groupe militant qui était responsable des attaques contre des navires marchands, en représailles contre Israël et de ses efforts pour éliminer le Hamas en Palestine. Ce groupe a des liens étroits avec l'Iran, étant souvent qualifié de proxy iranien. Le groupe de crise explique que les raids des Houthis, en 2024 en mer Rouge, ont affecté environ 12% du commerce maritime mondial passant par le canal de Suez. En l'espace d'un an, les Houthis ont mené près de 500 raids contre la navigation commerciale, ce qui a entraîné une baisse du trafic par le canal de Suez d'environ 50%. Alors que les compagnies maritimes ont choisi l'itinéraire plus sûr et plus long autour du sud de l'Afrique, ce type d'attaque pourrait être sur le point de recommencer. Le 22 juin, le Times of Israel a rapporté des propos tenus par le gouvernement rebelle du Yémen. Nous affirmons l'engagement de la République du Yémen envers la déclaration des forces armées, qu'ils étaient prêts à cibler les navires et les bâtiments de guerre américains en mer Rouge, a déclaré le gouvernement non officiel du Yémen. Notez la mention spécifique des navires américains. Si les Houthis mettent leurs menaces à exécution, cela pourrait ramener les États-Unis au Yémen pour effectuer davantage de frappes aériennes. Ils l'ont utilisé entre mars et mai de cette année pour décimer la structure de commandement des Houthis. Il reste à voir à quel point les frappes du groupe pourraient être efficaces, après ce qui lui est arrivé plus tôt dans l'année. Cependant, il y a aussi une réponse potentielle de l'Iran à l'opération Midnight Hammer, bien plus inquiétante, à prendre en compte. L'Iran pourrait maintenant être plus déterminé que jamais à construire une arme nucléaire. C'est selon Julian E. Barnes, écrivant pour le New York Times le 22 juin. Il dit qu'avant l'opération Midnight Hammer, l'Iran n'avait pas encore décidé s'il allait construire ou non une arme nucléaire. C'était à sa portée grâce à ses stocks d'uranium enrichi. Mais il n'avait pas encore franchi le dernier pas,
et il ne semblait pas prêt à le faire sous la pression des États-Unis. Maintenant, cela pourrait être sur le point de changer. Barnes rapporte les propos de la directrice du programme Moyen-Orient chez Defense Priorities, Rosemary Kalanick, qui déclare « La triste vérité, c'est qu'en frappant l'Iran, les États-Unis ont rendu beaucoup plus probable la volonté de l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Même si les frappes éliminaient toutes les capacités nucléaires de l'Iran, ce qui est loin d'être certain. L'Iran sera désormais plus motivé que jamais à reconstruire ses capacités et à poursuivre non seulement l'enrichissement de l'uranium, mais aussi la véritable militarisation. Combien de temps cela prendra reste à voir. L'Iran doit évaluer les dégâts causés par l'opération Marteau de minuit. Pourtant, ce que les États-Unis espéraient être une attaque unique pourrait évoluer en quelque chose de bien plus important. L'Iran pourrait continuer à poursuivre la fabrication d'ogives nucléaires. Ses groupes affiliés, en particulier les Houthis au Yémen, pourraient se réactiver. Malgré le succès de l'opération Marteau de minuit, les États-Unis pourraient bien s'être engagés dans un conflit plus large au Moyen-Orient, qui entraînera davantage de morts et de dévastation. Les bases militaires américaines au Moyen-Orient pourraient bientôt être prises pour cible. L'Iran pourrait également être à l'origine d'attaques terroristes, à l'intérieur même des États-Unis. Les conséquences restent à voir, mais pour l'instant, les États-Unis semblent satisfaits de l'opération Marteau de minuit. Et il se peut que l'Iran soit trop concentré sur Israël pour lancer une véritable riposte contre les États-Unis. Regardez notre vidéo qui propose une analyse approfondie de l'affrontement militaire qui se profile entre ces deux pays. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir plus de vidéos sur la crise émergente au Moyen-Orient.